Pascal Boniface, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur de l'Empire Foot chez Armand Collin et de Planète Football. C'est une BD chez Stenkiss et on vous a invité puisque demain, c'est la Coupe du Monde qui commence en Russie. Alors, on va le faire sous l'angle géopolitique. Quel est l'enjeu pour Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il joue pendant ces 3 semaines là? Un enjeu d'image. Déjà, il a gagné, puisque la Coupe du Monde a lieu chez lui. Et jamais la Coupe du Monde était venue à Moscou, y compris du temps de l'Union soviétique. Il y a eu les Jeux Olympiques de 80, ils ont été boycottés. Là, il organise l'événement sportif mondialisé le plus répandu, le plus connu, et personne ne boycotte, aucune équipe en tous les cas. Donc il triomphe et il va essayer de montrer au monde entier et à sa population que la Russie est de retour, que ce qui se passait mal auparavant se passe bien, que les infrastructures sont prêtes et que la Russie peut être au centre du monde pendant le mois qui va commencer demain. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs risques. D'abord que l'équipe de Russie soit balayée et fasse un très mauvais score. Et il y a aussi des risques de hooliganisme. On se souvient tous de Marseille, de ce match contre l'Angleterre. C'était il y a 2 ans, en 2016. Voilà, on voit les images des hooligans russes qui s'en sont pris à des Anglais. On a retrouvé, on va écouter ensemble un témoignage d'un hooligan russe qui était présent à Marseille il y a 2 ans. On l'écoute. À Marseille, je n'y suis allé que pour un seul match. Le foot, pour moi, c'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était de me battre. C'est comme un jeu où chaque camp veut montrer à l'autre qu'il est le plus fort. La police et les services de renseignement font bien comprendre à certains qu'au premier incident, non seulement ils auront des problèmes avec la justice, mais qu'ils risquent aussi de perdre leur travail. Voilà, Vladimir Poutine ne rigole pas, mais néanmoins, il y a des risques de violence, des risques de racisme aujourd'hui également. Ça peut dégénérer Non, parce qu'on peut dire que la situation est sous contrôle. Effectivement, comme ça a été montré dans le reportage, les avertissements les plus fermes ont été donnés à ceux qui voudraient en découdre et donner une mauvaise image de la Russie, parce que c'est bien cela. Et donc, ils vont rester chez eux. Bien sûr, c'est plus difficile de contrôler la foule dans un stade, et donc les cris de singe, les lancers de bananes par rapport aux équipes africaines, qui ont un effet déplorable pour l'image de la Russie en Afrique et en général. Là aussi, les précautions sont prises, caméras de surveillance. Donc les Russes qui voudraient en découdre avec les équipes adverses sont prévenus, ça ne se passera pas comme ça. Finalement, la seule chose que Poutine ne maîtrise pas, c'est son équipe nationale. Parce que si elle était éliminée au premier tour, ça serait assez humiliant. Seule l'Afrique du Sud a été un pays organisateur qui a vu son équipe être éliminée au premier tour. Et la Russie est la moins bien classée au rang FIFA des 32 équipes qualifiées. On est 31 qualifiées. Et donc, il faudrait au moins, pour que l'honneur soit sauf, que la Russie s'extrait du groupe de poule dans lequel elle est. Il y a 32 nations qui vont participer à ce mondial. Est-ce qu'il y a des matchs à risque entre des nations Il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas Israël, il n'y a pas l'Ukraine pour la Russie. Donc non, il n'y a pas la Chine. D'ailleurs, les 2 pays les plus peuplés, les plus riches du monde ne sont pas qualifiés. Il y a bien Iran, Arabie Saoudite, mais je doute qu'ils puissent parvenir à un stade, s'affronter en demi-finale, en finale, j'en doute. Donc, bien sûr, ça aurait donné un peu de sel, vu l'état des relations entre ces 2 pays. Alors, vous venez de le dire, les États-Unis ne sont pas qualifiés pour ce mondial. Et pourtant, alors c'est là d'aujourd'hui, aujourd'hui, il se trouve que la FIFA a voté pour le pays qui va accueillir la Coupe du Monde en 2026. Et ça vient de tomber, c'est tombé cet après-midi, ce sont les États-Unis, avec le Canada et le Mexique, qui organiseront la Coupe du Monde en 2026. Les États-Unis qui ont gagné, ils étaient opposés face au Maroc. 5e fois d'affilée que le Maroc échoue. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent mal le prendre maintenant, le Marocain, en disant... Oui, c'est quand même assez décevant. Surtout, ce qui est plutôt curieux, c'est qu'on connaît les relations des États-Unis avec le Canada et le Mexique. Et ils veulent qu'organiser la Coupe du Monde avec un pays dont ils veulent se séparer par un mur, dont leur président vient d'insulter le Premier ministre du Canada. Ils veulent accueillir le monde entier alors que Trump a mis en place un Muslim ban en interdisant de visa les ressortissants de certains pays musulmans et qu'il a traité, dans des termes que je ne répéterai pas à votre antenne, les pays africains de façon injurieuse. Donc il y a un peu une contradiction à vouloir recevoir le monde entier tout en l'insultant. Et puis, effectivement, ce qui s'est jamais fait dans l'histoire, c'est que Trump a menacé... Alors voilà, il a le tweet, justement, on vous l'a récupéré, c'est hallucinant, voilà. Dans un tweet, Donald Trump a menacé les pays qui voteraient pour le Maroc, dont la France. Alors la France a voté pour le Maroc. Il a dit « Attention, si ces pays ne nous soutiennent pas,
eh bien, nous nous en souviendrons, y compris à l'ONU. C'est-à-dire qu'il menace les pays, en gros, qui ne soutiendraient pas la candidature américaine, de sanctions à l'ONU. Tout à fait. Dans un tweet, tout tranquillement. De fin d'aide bilatérale. Que le président d'un pays s'engage pour la candidature nationale, c'est normal, tout le monde le fait. Poutine l'a fait, Mandela l'a fait pour 2010 et Lula pour 2014. Mais qu'un président menace ceux qui ne vont pas voter pour lui de sanctions, c'est une première. C'est une première dans toute l'histoire des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, tout ce que vous voulez. Et c'est une première plutôt quand même néfaste, le moins qu'on puisse dire. Et donc ce chantage à payer, alors il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, qui normalement est un pays musulman, un pays arabe, qui aurait dû voter pour le Maroc, mais qui a préféré voter pour les États-Unis dans le grand jeu géopolitique entre les Saoudiens et les États-Unis. Et puis, de nombreux petits pays des Caraïbes, des îles du Pacifique, se sont dit « Oula, ça chauffe », et donc, et puis ils n'ont pas une tradition footballistique très forte, et donc ils ont voté pour les États-Unis. Donc, les États-Unis, bien sûr, le dossier était bon, quoique quand même, une Coupe du Monde sur tout un continent en termes de déplacement, pour les équipes, pour les supporters, ça va être un peu difficile. Ils promettent plus de recettes que le Maroc, mais quand même, il aurait été, je crois, pour l'éthique préférable de ne pas céder à ce chantage et de ne pas donner ce triomphe à Trump qui, par ailleurs, se moque complètement du football. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi est-ce que... Alors, il s'est félicité, là, justement, que les États-Unis aient gagné la Coupe du Monde en 2026, enfin, aient gagné le droit de l'organiser. Oui. Ce qui est déjà une grande victoire. Mais il y a un enjeu. L'Amérique, c'est quand même pas une grande nation de football. Le foot, ça devient un truc... Tout le monde se l'arrache, même les pays qui ne s'intéressent pas au foot. Oui, alors les États-Unis commencent à s'y intéresser, c'est quand même le sport universel. Il est parti à la conquête du monde. Le soleil ne se couche pas sur l'empire du foot, il est mieux encore que celui de Charles Quint. Et pour Trump, c'est juste de dire « j'ai demandé, j'ai obtenu ». Donc, quelque part, il a le scalp de la FIFA accroché parce que ces menaces ont payé. Il peut dire « vous voyez, la politique de force, la politique de puissance, ça marche ». Aussi bien d'ailleurs, il y aura l'Iran qui sera qualifié en 2026, donc ça va être compliqué. Alors, ils vont recevoir un pays sous embargo. Il faut que l'Iran se qualifie, mais effectivement, vu les relations qu'ont les États-Unis avec un certain nombre de pays, ça va être compliqué. Et de donner des visas aux supporters. Alors, Trump, vous le dites, n'aime pas le football, ce qui n'est pas le cas de Xi Jinping. Ah, lui, c'est un grand fan. Grand fan de la Ligue anglaise, je crois. Et alors, il veut absolument avoir en 2030 organisé la Coupe du Monde en 2030. Tout à fait, et il l'aura. Et on sait que derrière là, les prix qui flambent en Europe de droits de retransmission, on pense à Canal+ qui les a perdus, il y a la main chinoise. Pourquoi ? C'est juste parce que Xi Jinping aime le foot ou bien il y a une stratégie derrière de la Chine de conquérir le foot ? C'est plus vraiment une stratégie de puissance, de soft power. Xi Jinping est humilié que son équipe, c'est quand même la première puissance mondiale à terme. Et que ce pays soit au niveau à peu près des îles Féroé, j'exagère à peine, encore moins bien classé que la Russie, dans le football, être mal classé dans le sport universel, dans ce qui est le plus visible, est humiliant pour la Chine. Et donc Xi Jinping se dit on ne peut pas être la première puissance mondiale et être 88e en termes de football. Ils n'ont été qualifiés qu'une seule fois pour la Coupe du Monde en 2002, parce que, ayant lieu en Corée du Sud, au Japon, les pays organisateurs sont qualifiés d'office, donc il y a de la place pour la Chine. Depuis, ça ne s'est plus fait. Donc il a mis un plan ambitieux, 25 000 écoles de football, l'achat de joueurs vedettes, les joueurs les mieux payés. Ils ne sont pas en Angleterre, ils sont en Chine pour l'instant. Donc ils se donnent les moyens de rayonner dans le football comme ils rayonnent dans le reste du spectre de la puissance. Vous êtes en train de nous dire que dans une génération, les meilleurs joueurs, l'équivalent du Real Madrid, ce sera Shanghai ou Pékin ? C'est possible en tous les cas. L'argent est là, le marché est là. Pour l'instant, on sait que pourquoi le championnat espagnol ou anglais sont plus riches que le championnat néerlandais ou belge, c'est que les droits télé sont plus importants. Regardez les droits télé en Chine. Ouais. Alors, mouillez-vous pour terminer, Pascal Boniface. Qui va gagner ? Est-ce que la France peut gagner ? Oui, elle peut. Macron plus 10 points dans les sondages, là, dans ce cas-là ? Oui, pour 2 mois. Parce que c'est provisoire, ça compte, mais ce n'est que provisoire. Bon, et sinon, votre équipe L'équipe de cœur, c'est bien sûr la France, mais j'évite de faire des pronostics étant trop superstitieux. Voilà, et on peut en savoir plus. On peut acheter vos livres. L'Empire Foot, c'est chez Armand Collin, ou encore Planète Football, avec des tas de... C'est presque une BD, et c'est chez Steinkiss. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci, vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur la polémique lancée par Emmanuel Macron au sujet des aides sociales qui coûtent, je cite, un pognon de dingue. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Macron et le pognon des aides sociales. Merci.